D'abord, j'espère que je ne vais pas avoir autant de questions que mon collègue. Alors, le sujet de la présentation, c'est de parler un petit peu sur Docker et plus précisément sur les containers dans Windows. Donc, actuellement, vous savez que Windows Server 2016 et Windows 10 supportent la technologie de containers. Donc, je me présente, je m'appelle Ramzi Debab, je travaille en tant que consultant MS Platforms, précisément sur la technologie SharePoint chez Orido. Vous posez la question SharePoint Shawi Derhena. Bon, avant d'atterrir chez Orido, j'ai eu l'occasion de travailler sur les technologies de virtualisation, notamment celle de Microsoft, donc Hyper-V. Donc j'ai déployé quand même Hyper-V chez pas mal de clients et j'ai eu aussi l'occasion de déployer ce qu'on appelle le cloud privé chez pas mal de clients en utilisant les technologies Microsoft comme CVMM et App Controller. Donc avant de commencer, permettez-moi de poser une question, juste pour un petit peu connaître le profil de l'audience. Est-ce qu'il y a des gens qui ont travaillé déjà sur les technologies de virtualisation? Est-ce que vous avez une idée sur la virtualisation? Excellent. Quel type de virtualisation? Est-ce que c'est la virtualisation hardware, virtualisation software? C'est-à-dire hardware, quelles sont les technologies sur lesquelles vous avez travaillé? Hyper-V, VMware, Citrix, XenServer? Très bien. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà travaillé sur les containers? Excellent. D'accord, containers sous Linux, j'imagine. OK. Alors, grosso modo, on va avoir affaire à ces points-là, un petit peu dans le désordre. Quelques notions basiques sur les containers. On va parler donc de Docker plus précisément, donc de l'architecture de Docker. Et puis, on va parler très rapidement de quelques notions qui sont liées à la haute disponibilité, comme on vient de poser la question. Donc, quand il y a une solution, toujours il faut penser à la renforcer en assurant la haute disponibilité et les performances de la solution. Rapidement aussi, on parlera de quelques solutions d'orchestration, comment gérer, comment monitorer ces containers. Et l'objectif, plutôt, c'est de parler de l'intégration de Docker chez Microsoft, c'est-à-dire dans Windows, plus précisément Windows Server. Parce que la sortie officielle, c'était dans le mois de septembre 2016. Donc, il y a quelques mois où on a intégré dans la release Docker et plutôt la technologie de containers. Alors d'abord, quelle est la différence entre... Ça, c'est une question qu'on se pose généralement. Pourquoi penser en container? D'abord, c'est quoi un container? Un container, c'est tout simplement un sandbox. Donc c'est un petit environnement isolé dans lequel vous allez exécuter une application. Cette application, elle est dotée, bien évidemment, des dépendances. Quand je développe une application, j'utilise un framework. J'utilise une API, comme ça a été relaté tout à l'heure. Et cette API-là, donc, généralement, c'est des DLL, par exemple, quand on parle de Windows. Et donc, le container, il encapsule l'application et ses dépendances. Les dépendances, c'est la librairie. C'est les différentes librairies qu'utilise mon application. Et donc, avec cette notion-là, c'est ce qu'on appelle la virtualisation operating system. C'est une virtualisation au niveau OS. C'est-à-dire au niveau de l'OS, j'aurai des process, des sandbox. Dans chaque sandbox, je vais exécuter une application. Chaque application a ses dépendances dans ce sandbox. Et les sandbox, ils sont indépendants. Aucun process dans un sandbox ne peut toucher ou altérer l'environnement d'exécution d'un autre process. Donc la virtualisation, ce qu'on appelle la virtualisation d'application, elle existait depuis longtemps. Et on trouve même aujourd'hui des solutions de virtualisation d'application à l'instar de AppV ou par exemple XenApp. C'est des solutions qui existent. Mais c'est des solutions qui encapsulent juste des applications. On verra que Docker, il est beaucoup plus puissant que ça. L'avantage, c'est quoi? C'est que je peux déployer des applications de différentes versions. Sous Windows, par exemple, nous avons le problème de DLL Hell. Donc, c'est-à-dire que quand j'utilise une version d'une application qui utilise une version d'une DLL, je ne peux pas
installer une autre version d'une application qui utilise une autre version de la DLL. La nouvelle version de la DLL, elle va écraser l'ancienne DLL. Et si j'ai, par exemple, et des fois on a ce besoin, il y a des applications qui fonctionnent à base d'une ancienne version et des applications qui nécessitent la nouvelle version. Là, c'est un challenge. Comment installer les deux applications sur la même machine? C'est la virtualisation d'applications qui nous permet de résoudre ce problème. C'est l'isolation des dépendances des applications dans des sandbox. Alors, par rapport à la virtualisation hardware, c'est quoi? C'est l'abstraction du hardware. C'est-à-dire que j'ai une machine, sur cette machine, j'ai CPU, j'ai la RAM, j'ai les I/O, j'ai les différentes ressources, c'est-à-dire disques, etc. Et l'idée, c'est de consolider les métiers sur ce hardware. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que le hardware, il est très rapide, il va très loin, et le software n'arrive pas à suivre. Il n'arrive pas à suivre. Donc, pour tirer profit de ce hardware, qu'est-ce qu'on fait? On fait la consolidation des métiers. C'est-à-dire, on installe plusieurs machines sur la machine physique. Ça nous permet de tirer profit mieux de ce hardware. C'est ce qu'on appelle la virtualisation hardware. Okay? C'est à l'image de Hyper-V, VMware, ESX, etc. Alors, la différence entre les deux, c'est que la virtualisation hardware, on a ce qu'on appelle des guest OS, c'est-à-dire des machines virtuelles qui intègrent carrément un système d'exploitation. C'est-à-dire sur mon hardware, sur ma machine, je peux avoir une machine virtuelle Linux, je peux avoir une machine virtuelle Windows, je peux avoir n'importe quelle machine virtuelle sur n'importe quel OS. D'accord? Et c'est ce qui crée malheureusement un overhead. Parce que si j'ai besoin d'exécuter une application, par exemple sur Linux, je serai dans l'obligation d'installer la machine virtuelle Linux. Okay? Par contre, l'architecture, c'est quoi? L'architecture, c'est que vous avez un hyperviseur, c'est un petit OS bare metal qui s'exécute directement sur le matériel, et ce hyperviseur assure l'exécution de vos machines virtuelles. Chaque machine virtuelle, elle est exécutée dans un process, séparé des autres process. Il y a une isolation parfaite de ces guests. Mais quand même, il y a quand même un overhead par rapport à ça. L'idée des containers, c'est quoi? C'est qu'on a un operating system. Et cet operating system, il va offrir ses services aux différents containers. C'est-à-dire qu'il y a un share du kernel. Donc, c'est l'image que vous avez à gauche. Donc, vous avez chaque application a ses dépendances. Elle s'exécute dans un sandbox. Okay? Et toutes ces applications, tous ces containers vont utiliser le operating system, c'est-à-dire le kernel, pour tirer profit, bien sûr, de vos ressources. Quand on dit ressources, CPU, RAM, disque, différents tailles. Okay? La différence entre les deux, elle est très évidente. Avec les containers, on a plus de densité. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'overhead des operating systems dans les machines virtuelles. Par contre, l'avantage, l'inconvénient avec les containers, c'est qu'on est dépendant de l'operating system principal. C'est-à-dire que je ne peux pas exécuter un container Linux sur un OS Windows. Ça n'existe pas, par contre, dans la virtualisation hardware. Je peux exécuter une machine virtuelle Linux sur du Hyper-V qui est basé sur du Windows. Okay? Donc, chaque solution a ses avantages et inconvénients, mais je ne dirais pas avantages et inconvénients. Chaque application a son domaine d'application. Tout dépend de vous. Est-ce que vous cherchez la densité ou vous cherchez plutôt l'hétérogénéité? Si on cherche l'hétérogénéité, c'est la virtualisation hardware. Si on cherche la densité, c'est la virtualisation OS, c'est-à-dire les containers. Il serait aussi intéressant de penser à avoir une solution, à mixer les deux solutions. C'est-à-dire, pour assurer l'hétérogénéité, j'ai un hyperviseur des machines virtuelles. À l'intérieur des machines virtuelles, je vais mettre des containers pour assurer plus de densité. Avant, qu'est-ce qu'on faisait? Par exemple, si j'ai un serveur web, si j'ai une application web, on installe l'hyperviseur et on met plusieurs instances de la même machine virtuelle. Et au niveau de la machine virtuelle, j'installe un serveur web. Ça peut être IIS, ça peut être Apache, ça peut être n'importe quoi. D'accord? Par contre, avec la solution des containers, qu'est-ce que je vais faire? OK, je vais installer une machine virtuelle, je vais installer un hyperviseur, des machines virtuelles. À l'intérieur de chaque machine virtuelle, je vais installer des instances d'applications virtuelles. J'aurai plus de densité par rapport à la virtualisation hardware. Est-ce que c'est clair?
parce que ça, c'est important. Donc, il y a une autre question qui se pose. Est-ce qu'on peut se passer de la virtualisation hardware? Non. On ne peut pas se passer de la virtualisation hardware parce que, comme on vient de dire, la virtualisation hardware, elle nous assure l'hétérogénéité, chose qu'on n'a pas dans la virtualisation OS. Oui, d'accord, merci. Alors, Docker, qu'est-ce qu'il nous assure? Il nous assure de packager les applications et ses dépendances. Donc là, je vais accélérer parce que j'ai pratiquement tout dit. Donc, Docker, c'est une technologie, justement, qui a vulgarisé les containers. Parce que les containers existaient bien avant sous Linux. Donc, avant, on parlait par exemple de LXC sous Linux. Donc, et d'ailleurs, Docker, il était basé sur LXC. Docker, il a implémenté son propre moteur, son propre driver qui s'appelle libcontainer dans le kernel Linux. D'accord? Donc, les containers n'existaient pas uniquement sous Linux, mais existaient aussi sous des systèmes Unix, comme par exemple le FreeBSD et Solaris. Donc, FreeBSD, c'était je pense, Jails, et Solaris, ça s'appelait les zones Solaris. Donc, Docker, il est venu juste pour vulgariser la technologie des containers. Donc, grâce à Docker, nous avons la possibilité très très facile, on verra dans une démo, très très facile, on peut instancier un container. À l'intérieur de ce container, nous avons une application et ses dépendances. On verra justement cette philosophie très très révolutionnaire. Alors, comme on a dit tout à l'heure, grâce à l'architecture des containers, nous assurons quand même une isolation des différents containers. Chaque container, il est isolé de l'autre, c'est-à-dire un container ne peut pas accéder à l'environnement d'exécution d'un autre container. Okay? C'est théorique. Okay? Mais dans la pratique, c'est possible de briser cette isolation. L'architecture de Docker, donc, qu'est-ce qu'on a? On a d'abord la notion d'image. Alors, la notion d'image, c'est quoi? C'est comme les templates dans les machines virtuelles. Quand on crée une machine virtuelle, généralement, soit on la crée from scratch, c'est-à-dire j'installe la machine virtuelle avec le DVD, etc. Sinon, je crée un template. Et à partir de ce template, j'instancie ma machine virtuelle. Actuellement, c'est la tendance dans le cloud. Si vous allez sur Azure, par exemple, quand on crée une machine virtuelle, c'est des templates. Okay? C'est des machines virtuelles qui sont sys-prépées. Donc, c'est la même chose dans les containers, on peut créer des images. C'est des templates read, juste read. À partir de cette image-là, je vais instancier mon container. Okay? Donc, à partir d'image, Dockerfile, Dockerfile, à partir de l'image, run, je crée mon container. Le container, c'est tout simplement un environnement d'exécution. C'est un sandbox, c'est un process. C'est un process qui s'inspire de son image de base. L'image, c'est quoi? Ça peut être, par exemple, on verra dans une démo, Nginx. Par exemple, sur Docker Hub, vous allez trouver des images où on intègre des métiers. Par exemple, une image Nginx. Donc, le fait de faire run, on verra les commandes Nginx, qu'est-ce qu'on va faire? On va instancier un process dans lequel on a un serveur Nginx. Vous imaginez? C'est incroyable, c'est extraordinaire. Et à partir de ce container, okay, on peut faire différentes opérations. On peut le stopper, on peut le starter, on peut le restarter, on peut le committer. C'est-à-dire que quand je crée mon container, je peux faire des configurations à l'intérieur. Et donc, si j'ai envie d'enregistrer ce Docker configuré, customisé, je vais faire un commit. Et là, je vais créer une nouvelle image que je vais réutiliser plus tard pour instancier d'autres Docker. Et donc, l'image, on peut la pusher, en fait, dans ce qu'on appelle le Docker Hub. Donc, Docker Hub, c'est un service cloud que vous pouvez utiliser. Il y a beaucoup d'images. Vous pouvez trouver des images CentOS, Nginx, Apache, Aproxy, tout type de métier. Redis, pardon, oui, je vais accélérer. Et donc, il y a beaucoup de gens qui travaillent, qui créent leurs images et qui font un push sur Docker Hub. Donc, tirez profit de Docker Hub. Et vous avez la possibilité, vous, on-premise ou sur le cloud, de créer ou de faire un pool d'images à partir de Docker Hub. Sinon, vous avez la possibilité de créer votre propre registry, okay, on-premise. Dans le cadre d'automatisation,
on peut penser à automatiser la création et l'instanciation de nos containers en utilisant Dockerfile, par exemple. C'est un fichier qui nous permet de créer, de décrire le process de la création de notre container. En bas, on verra qu'il y a d'autres techniques, comme par exemple Docker Compose, où on utilise le langage YAML pour la création aussi d'une infrastructure, carrément, une infrastructure de Docker. Alors Docker Image, ça on l'a dit, c'est read-only templates, containers, donc c'est l'instanciation à partir de ces images. Donc container image is to a container as a VM template to a virtual machine. Donc un container c'est comme une machine virtuelle, un container image c'est like a template, c'est comme une template de machine virtuelle. Il y a le registry, donc ça peut être un registry local, comme ça peut être Docker Hub sur le cloud. Alors, je ne sais pas si... Bon, je vais anticiper un petit peu. Quel est le principe de Docker? C'est-à-dire, quel est le principe du container? Il y a trois choses. La première chose, c'est ce qu'on appelle le cgroup. Ça, c'est dans Linux. Hein. Et dans Windows, on a réimplémenté les mêmes principes. Ça, c'est des fonctionnalités qui sont liées à votre kernel. Le cgroups, c'est quoi? C'est la possibilité d'affecter une quantité de ressources à votre process. De dire, à ce process, je vais allouer 10% de CPU, 20% de RAM, 15% d'IO disk. Ce process, je vais l'allouer tant. Okay? Ça, c'est ce qu'on appelle cgroups. Vous avez la possibilité de vous avez la deuxième chose, c'est namespaces. Ça, on va le revoir très rapidement dans le prochain slide. Namespaces, c'est la possibilité de créer l'abstraction par rapport à tout ce qui est file system, process ID, etc. Donc, c'est l'isolation. C'est-à-dire un process, par exemple, il ne peut pas avoir le file system d'un autre process. On peut avoir des PID qui sont identiques entre les différents containers parce qu'ils sont complètement isolés. Ça, c'est ce qu'on appelle les namespaces. Vous avez troisième chose, c'est l'Union File System, c'est-à-dire la possibilité, d'ailleurs, la notion d'image, à partir de l'image, on crée le container. Le container, c'est la différence. C'est-à-dire l'image, elle est read-only, mais le container, c'est la partie vivante, c'est la partie qui change. Et là, on peut créer justement des containers ou des templates sur la base d'images. D'accord? Donc, il y a de l'image plus il y a de l'image. Donc, c'est l'Union File System. À la différence par rapport à la virtualisation d'applications, le sandbox d'un container, il peut avoir son propre réseau. C'est-à-dire, un container peut avoir une adresse IP. Ça, c'est vraiment très puissant. Et vous avez deux grands modes, mais d'autres modes, il y a d'autres modes. Vous avez le NAT, c'est-à-dire que le container, il a une adresse NATée, avec laquelle elle est natée plutôt avec l'adresse du host, c'est-à-dire quand on fait un mappage de port 80-80, l'adresse interne, elle est par exemple 172.16 quelque chose, l'adresse externe du host, c'est 192.168 quelque chose. Donc si j'attaque mon host sur le port 80, je fais le mappage, le NAT 80-80, donc je pourrais accéder au port 80 de mon container. Et ça, on verra un exemple. Et vous avez le Transparent Mode. Dans ce mode-là, c'est le mode, c'est-à-dire que le container, carrément, il utilise la carte réseau de votre host. Donc, il pourra avoir une adresse IP à partir de votre DHCP, par exemple. Donc, il pourra communiquer librement avec le monde externe. Alors, vous avez Docker Toolbox. Bon, rapidement, je vais parler de deux technologies. Docker Compose, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une technologie qui vous permet, comme son nom l'indique, de faire la composition de plusieurs Docker. Imaginons une architecture web. C'est quoi? Vous avez des serveurs web, vous avez un serveur cache, des serveurs cache Redis, par exemple, et vous avez des serveurs de base de données. Une architecture 3 tiers. OK? Dans ce cas-là, je peux, avec mon fichier Docker, avec mon fichier Compose, en YAML, je peux instancier toute cette infrastructure en quelques minutes. Quelques minutes. Il suffit tout simplement d'avoir les images par exemple de IIS, si j'utilise IIS, ou la Apache, l'image de Redis et l'image de, je sais pas, MongoDB, par exemple. Okay? Avec mon YAML, je définis les instances, les dépendances. Le web, il dépend de Redis. Redis, il dépend du MongoDB. Donc, je définis mon architecture avec YAML. Juste un petit clic et hop, j'ai mon infrastructure qui est créée en quelques minutes. C'est très, très rapide.
Vous avez Docker Swarm. Alors Docker Swarm, c'est une solution de clustering. C'est-à-dire que maintenant, on peut avoir plusieurs guests, c'est plusieurs hosts qui vont héberger des containers. Et donc, il sera intéressant d'assurer, dans ce cas-là, de gérer le clustering dans ce cas-là, bien sûr. Il y a une fonctionnalité qu'on allait implémenter dans la version 1.10, c'est la migration des containers, pour assurer la haute disponibilité. Parce qu'il y a le cluster, oui, mais on aimerait bien aussi assurer la haute disponibilité comme vMotion dans VMware ou Live Migration, par exemple, dans Hyper-V, où une machine virtuelle, on peut la migrer d'un host vers un autre. C'est une fonctionnalité qu'on allait implémenter dans la 1.10. Elle existe d'ailleurs dans des branches sur GitHub. Vous pouvez la déployer pour la tester en utilisant l'outil Creo, donc qui fait le snapshot sur votre container. Et ce snapshot, il sera copié sur un autre host et on fait la réanimation, si vous voulez, de votre container. Et il continue à fonctionner plus normalement du monde. Donc ça, c'est la notion de layers. Donc, comme on a dit tout à l'heure, la notion d'image, dans l'image, on peut avoir plusieurs layers. D'ailleurs, quand on fait un pool, si par exemple on a une image qui a un layer identique à un autre layer d'une autre image, il va vous dire que ce layer existe déjà, donc je ne vais pas le télécharger, il va le réutiliser. C'est-à-dire qu'il y a une optimisation extraordinaire au niveau storage. Donc c'est une technologie magnifique, honnêtement. Et puis votre container, c'est le fameux read-write layer. C'est le read-write layer. Vous allez peut-être me poser la question, donc dans ce cas-là, le container, si je l'éteins, je perds tout. OK ? Et donc là, il faudra penser, par exemple, à attacher un volume, donc la gestion de volume dans Docker, qui permet de persister des données qui sont liées à votre Docker dans le storage de votre host. Donc là, on retrouve un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure, les fameux namespaces. Donc les fameux namespaces sur le PID, sur le network, sur les points de montage, etc. Et vous avez la notion de ces groupes qui nous permet d'appliquer des contraintes sur les containers. Donc Windows Containers, c'est une nouveauté chez Microsoft. En tous les cas, c'est un projet qui existait depuis longtemps. Dans le monde de la recherche, on appelait ça Drawbridge. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait appel à l'équipe Docker pour une réelle implémentation, c'est-à-dire l'intégration du moteur Docker dans Windows. Et donc aujourd'hui, vous avez un module PowerShell, Docker, dans Windows, qui vous permet de faire toutes les opérations qu'on a l'habitude de faire sur Linux. Okay? Donc Docker sur Windows, c'est comme Docker sur Linux. C'est les mêmes commandes, c'est la même expérience. Et on verra justement, je ne sais pas si on me permet de faire une petite démo pour voir un petit peu les ressemblances entre les deux technologies. Alors, à la différence de Linux, et ça je dirais que c'est un good shot pour Microsoft, actuellement sur Linux, on parle de containers. Oui. C'est-à-dire vous avez juste les sandbox qui s'exécutent directement sur votre host, sur votre kernel. Microsoft a inventé un autre type qui s'appelle Hyper-V Containers. C'est-à-dire que ce sont des containers qui s'exécutent à l'intérieur de machines virtuelles très light. Pourquoi? Parce que la virtualisation hardware, elle nous assure une excellente isolation. Donc on ne compte pas sur l'isolation des containers, on lui rajoute l'isolation à Hyper-V, c'est-à-dire l'isolation de machines virtuelles. Et c'est des machines virtuelles qui sont très très légères. Donc la sortie officielle, c'était le 26/9/2016, donc c'est très récent. Swarm, comme on a dit tout à l'heure, donc au lieu de manager, quand on a plusieurs hosts, au lieu de manager host par host, on va mettre plutôt un cluster, et donc on aura un Swarm Manager, donc un nœud principal qui va être utilisé pour manager l'ensemble des différents hosts. Ça, c'est la solution de clustering. Il y a plusieurs solutions. Il y a Kubernetes aussi, de Google, mais d'après les statistiques, Swarm est beaucoup plus performant que Kubernetes. Bon, reste à confirmer. Bon, j'ai une petite expérience, mais je pense que on n'a pas le temps malheureusement d'en parler. Avec les containers, que ce soit sur Linux ou sur Windows, peut-être que je vais publier ça.
sur mon blog. Et je ne sais pas si on a un peu de temps pour une petite démo. On a un peu de temps pour une petite démo si vous... 4 minutes? OK. Alors, les ressources, notez rapidement. Alors, on ban next steps. OK. Parfait. Alors, un petit exemple. Je dois faire un share de mon écran. Un share ou l'armée carrément. OK. On arrive à voir comme ça. OK, parfait. Bon, ici, sur ma machine, j'ai installé Docker. Donc, le moteur Docker, le runtime Docker, il est installé sur ma machine. Là, vous avez Windows Server 2016. OK? Donc, je jette un coup d'œil sur mes images. Donc, on a dit qu'on a la possibilité de faire un pool des images à partir de Docker Hub. Moi, j'ai fait un pool de 2 images. Donc, dans Windows, vous avez 2 images qui sont disponibles, le Windows Server Core et le Nano Server. Nano Server, c'est comme le Core OS, okay, sur Linux. C'est un système d'exploitation dédié cloud. On n'arrive pas à voir? En principe, oui. En principe, oui. Alors, Properties, Font, non. 0.24, 28. Ouais, c'est beaucoup mieux, mais c'est un peu très grand. Properties. On va se contenter de 18. 18, c'est... Ouais, je pense que c'est... Pardon? On arrive à voir? On arrive? Non? C'est parfait, très bien. Donc là, c'est les 2 images que j'ai. OK? Donc, pour faire un petit test, pardon... Alors, je vais... OK. Là, je suis sur Ubuntu. On a exactement la même expérience. Par contre, regardez, ici, c'est des images que j'ai téléchargées juste hier. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, le mot de passe. Oui. OK. Regardez les images que j'ai téléchargées. Il y a une image à proxy pour le fameux reverse proxy. C'est une image qui a juste 134 mégas. C'est vraiment de très très petites images. Okay, j'ai aussi téléchargé l'image Nginx. J'ai téléchargé l'image, image Hello World juste pour faire un test. Et l'image CentOS. Alors la question, qu'est-ce qu'il fait CentOS sur Ubuntu? Alors vous savez, par exemple, il y a le manager de paquets sur Ubuntu, c'est le fameux apt-get. Bon, je ne suis pas Linux, hein, balak des bêtises. Sur CentOS, c'est le fameux Yum. Donc s'il y a des gens qui ont l'habitude de travailler sur CentOS et qui sont dans l'obligation de travailler sur Ubuntu, eh ben, ils pourront télécharger un container CentOS et ils feront les différentes opérations qu'ils avaient l'habitude de faire sur le container CentOS. Donc ils peuvent utiliser Yum, par exemple. Okay, alors, juste comme exemple, j'ai l'adresse 192.168.1 de son à de la machine virtuelle, où عندي برا هنايا donc هالك la machine هذه de son, pardon, CTRL F5, en principe j'ai rien, parfait. Donc la 1 de son, c'est l'adresse de ma machine virtuelle Linux. C'est l'adresse de ma machine virtuelle Linux. Et je tape HTTP, j'ai rien. Donc il n'y a aucun serveur qui fonctionne, il n'y a aucun process. Parfait. Donc sur mon Linux, je vais instancier un container Nginx. OK? Je vais instancier mon container Nginx. La commande maktubtash. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, sudo docker run moins it. Bon, c'est pas. C'est pour interagir avec mon container, c'est-à-dire pour faire le transfert de la sortie vers mon TTY. MyIT, là, je vais faire un mappage. Par défaut,
par défaut, c'est le système NAT, c'est-à-dire c'est le mode NAT. Rappelez-vous, le mode transparent, le mode NAT. NAT, c'est le mode NAT, c'est-à-dire que mon container, il aura une adresse et je vais mapper le port 80 de mon host avec le port 80 de mon container. Ok? Donc je vais faire 80, 80. Donc le 80, tu as le container mais le 80 de mon host, qui ne trouve le 80 de l'host. Donc je vais le natter avec le 80, le port 80 de mon container. Donc je vais faire run it-p 8080. Je vais choisir l'image, c'est un Jinx. Alors, en principe, il ne prendra pas beaucoup de temps. Anaya, je vais faire un test. Voilà, welcome to Nginx. Donc, mon Nginx, il est exécuté au sein de mon container. Donc, je peux faire exactement la même chose dans Windows. Dans Windows, Anaya, je suis à l'intérieur d'un container, je suis à l'intérieur d'un container mode Hyper-V. Là, c'est un container qui est exécuté dans une machine virtuelle lightweight. Okay. Si je fais ipconfig, ben, voilà, donc c'est l'adresse interne NAT de mon container. Si je veux créer un container ici, donc c'est exactement la même chose. Je vais faire docker run -it-p80. Je vais choisir, disons, l'image nano serveur. Ok. Et la commande que je vais exécuter du PowerShell. Du PowerShell sur ma machine, nos serveurs. Qu'est-ce qu'il dit, Naya? No such. Bon, oui. Je vais enlever peut-être ça. Ah oui, pardon. Alors, qu'est-ce qui... Ah, micro. Microsoft. Voilà. C'est exactement la même chose. C'est les mêmes commandes, c'est la même expérience. Donc, les gens qui avaient l'habitude de travailler sur Linux, ils ne vont pas se perdre sur Windows. Pardon. OK. Sur Internet, vous allez trouver un tas de choses, c'est-à-dire comment avoir la liste des Docker, des containers qui s'exécutent, les différentes ressources, etc. Les différentes solutions de management et de monitoring. On va voir déjà s'il y a des questions. Merci beaucoup pour votre attention. Très bien. Alors, je vous remercie, monsieur, pour votre présentation. J'ai été une grande question. Peut-être ça. Grande question, on se met. Allez-y. Alors, vous avez parlé d'une possibilité de partage entre guest ou container. Oui. Est-ce qu'on peut créer des ressources partageables, accessibles entre processus, sachant que les processus s'exécutent dans des OS différents qui utilisent des langages de traitement différents? Oui, bien sûr. Vous avez la possibilité de créer des ressources partageables. Donc, par exemple, à l'image, comme on a dit tout à l'heure, vous avez la possibilité de mapper une ressource externe aux différents containers. Donc, ces différents containers, ils auront la possibilité d'accéder à cette ressource externe. Merci. Je vous en prie. Vous avez aussi, tout à l'heure, on a présenté des solutions de gestion de files d'attente à l'image de RabbitMQ et Apache, comment il s'appelle, Kafka. Donc, c'est des solutions qui permettent aussi de coordonner entre les différents process qui s'exécutent dans des containers. Donc, je vous en prie. Alam. D'abord, merci pour la présentation. Merci à vous. Vous avez parlé au début de persister les données d'une image. Est-ce que ça, c'est facile à faire? Est-ce que vous pouvez nous faire une démo ou bien
Oui, ça dépend des données ça dépend des données. Est-ce que Une c'est base de données, par exemple. Une- Si j'intègre un Postgres Tout à fait. dans Tout à fait. Donc, mon si image. vous utilisez, par exemple, du Postgres, là, vous parlez de la persistance des données qui sont gérées par votre container. Il y a un autre type de persistance, c'est la persistance de config. C'est-à-dire, j'ai un container, je le configure, pardon, et là, j'ai besoin de persister. Donc, là, je vais faire un commit, par exemple, pour l'enregistrer en tant qu'image. Maintenant, pour la persistance des données, comme j'ai dit, vous avez la possibilité d'attacher un volume de votre host, ok, à votre container, donc de telle sorte que les données sont persistées au niveau de ce volume, c'est-à-dire au niveau de votre host, parce que le host, quand il redémarre, là, les données persistent, ok. C'est-à-dire que c'est comme si vous avez une machine, vous installez du Postgres dedans, vous redémarrez la machine, les données persistent. Donc, ce volume-là que vous utilisez, vous pouvez le partager avec votre container. Donc, votre container, au lieu de faire les opérations sur son propre file system, il va le faire sur le file system de votre host. Okay. Et vous avez bien sûr la possibilité d'attaquer des sources partagées, un SAN, vous pouvez mettre un SAN, et votre container peut bien sûr attaquer votre SAN pour persister les données. On a vu que Docker sur Windows c'est récent. Est-ce qu'on peut, en mode host, est-ce qu'on peut mettre du Windows dans Guest aussi? Containeriser quelque chose de Windows, parce que Oui, maintenant oui, tout à fait. Comme je viens de le faire ici, c'est un container nano-server. Donc nano-server, c'est du Windows. Ou sinon, j'aurais pu aussi faire du Windows Server Core. C'est une très bonne question parce que dans Windows, vous avez trois, si vous voulez, types, ou trois modes. Vous avez le Windows Desktop avec Desktop Experience, comme je l'ai ici sur mon laptop. Sinon, vous avez le Windows Core, c'est-à-dire il n'y a pas d'interface graphique. Et vous avez le Nano Server, c'est le fameux Core OS de Linux. Donc c'est une très très petite couche de système d'exploitation. Actuellement, Microsoft supporte les deux derniers modes, c'est-à-dire Windows Core et Nano Server. Vous ne pouvez pas créer de container directement sur votre Windows avec Desktop Experience. On ne peut pas installer une application, les API de User Experience Desktop sur un container Windows. Pour le moment, ce n'est pas supporté. Moi, j'ai deux questions. Allez, تفضل. deux questions. La première, est-ce que tu utilises Docker en production? Et qui utilise Docker en production? Parce qu'il y a une controverse sur ça. Docker, prod, pas prod, voilà. Actuellement, honnêtement, chez Orido, on est en train de penser à intégrer justement Docker dans notre métier. Déjà comme un truc pilote, c'est-à-dire c'est une technologie et c'est intéressant de l'exploiter, mais effectivement nous avons un besoin parce qu'il y a une grande perte en termes de ressources. Donc on aimerait bien consolider et avoir un footprint très très réduit justement par rapport aux ressources. C'est pour ça qu'on pense, par exemple actuellement on est en train de penser à utiliser Docker pour tout ce qui est web server statique. Donc on s'est dit avec Docker on va vraiment gagner que ce soit storage ou la même process. Bonjour, je vous remercie pour la présentation. Merci à vous. Ma question est quels sont les risques d'utiliser Docker dans un environnement de production? Excellente question. Alors, quels sont les risques? Bon, je dirais que il n'y a pas une technologie qui est sûre. Il n'y a pas une technologie qui... Donc, les différents challenges qu'on a avec Docker, c'est exactement les challenges que nous avons par exemple sur la virtualisation classique. C'est-à-dire au lieu d'utiliser un seul host dans lequel je vais mettre mon Docker, je vais plutôt penser à utiliser plusieurs hosts avec un système de clustering et mettre du Docker dedans. Donc il faut penser à la haute disponibilité. C'est comme on avait, ces challenges existent même dans les environnements classiques. Mais est-ce qu'il y a un risque parce que la technologie est récente? Non, la technologie n'est pas récente. Elle est vraiment très mature parce que la technologie des containers existait depuis très longtemps et elle a fait ses preuves. Je dirais même que il y a quelques années, j'ai fait une petite recherche sur les technologies de virtualisation qu'utilise Google, par exemple. C'est les success stories. Vous avez Facebook, vous avez Google, vous avez Microsoft. Et Google, elle misait depuis très très longtemps sur les containers. Donc c'est une technologie quand même assez mature. Si Google a pensé à ça, et d'ailleurs Google il était l'un des premières personnes ayant participé dans le consortium de Docker. D'ailleurs Docker il est à base du langage Golang. Donc pour vous dire que c'est quelque chose qui est très très robuste quand même. Oui.
Salam alaikum. Comme si ça, là, Juste une petite question. نعم تفضل. Donc, je suis plutôt développeur. الله يبارك. Dans une architecture microservices, est-ce qu'il y a moyen de, bon, comme on essaye d'avoir chaque microservice dans un Docker, est-ce qu'il y a moyen d'orchestrer ces Dockers donc, plus facilement? Oui. Est-ce qu'il y a voilà, des solutions pour orchestrer ces Dockers? Tout à fait, tout à fait. Donc, comme par exemple, le Docker Compose, ok. Donc c'est une technologie qui vous permet justement d'orchestrer, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire de définir les dépendances entre un container et un autre. Ok. Le container, il attaque celui-là, Hada, il attaque celui-là. Ça, vous pouvez le faire avec, par exemple, du langage YAML et la technologie Compose. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez maîtrisé. Oui. Oui. Merci à vous. Allah يبارك. Oui. Oui. Pardon? Oui, oui. Bon, comme on a dit tout à l'heure, la question, est-ce que je vais vers la virtualisation hardware ou je vais vers la containerisation? Tout dépend du contexte. Si par exemple on pense à utiliser Docker comme serveur web statique, il n'y a aucun risque. Même si vous perdez vos containers, vous rebootez votre machine, vous créez de nouveaux containers, il n'y a aucun risque parce que il faut penser à mettre la partie statique à l'extérieur. Vous allez la consolider à l'extérieur, comme on a dit tout à l'heure. Donc même si je perds mes containers, ce n'est pas un grand problème. Donc l'utilisation des containers dépend justement dépend du contexte et de la gravité aussi. Donc avant d'opter pour la solution, il faut étudier les différents scénarios, les différents cas. On va se dire, est-ce qu'il est intéressant d'opter pour Docker ou la. Docker, c'est très intéressant, par exemple, dans le cas des développeurs. Dans le cas DevOps, c'est une solution extraordinaire. Pourquoi? Parce que le développeur, il fait son développement sur son laptop, il vous donne le livrable et l'intégrateur, il a du mal à assurer le bon fonctionnement du livrable. Okay? Donc, mais par contre, si le développeur, sur sa machine, il développe sur Docker, il a son image, il me donne l'image, cette image, je la déploie sur n'importe quel environnement de production, je suis sûr que ça va fonctionner, je suis sûr que ça va marcher. Okay? Parce que le sandbox, il est le même. Donc, il n'y a pas de raison que ça marche ici et ça ne marche pas là. Deuxième des choses, si par exemple Docker, on voit qu'il n'assure pas la haute disponibilité comme vous avez dit, il serait intéressant de le mixer avec d'autres solutions. Comme on a dit tout à l'heure, on va mettre des machines virtuelles et tout un mécanisme de réplication, tout un mécanisme tout à fait orchestration. Et à l'intérieur de ces machines, je vais mettre du Docker, par exemple. Donc là, je suis vraiment à l'aise et on n'aura pas de grands problèmes par rapport à ça. Réponse. Oui ou non? D'accord. Pardon? Au début, vous avez dit que théoriquement, il y a une isolation parfaite entre les containers, mais par contre, dans la pratique, il y a un moyen pour mutualiser les ressources. J'ai dit dans la pratique, oui, j'ai dit il y a moyen, mais je me suis trompé de la conjugaison. Il y aurait peut-être un moyen, parce que, d'accord, parce que en fait, je suis tombé récemment sur un article où il y avait un correctif CVE, où il y a eu une attaque justement contre Docker dans ce sens. Oui, un process, il peut carrément accéder. Donc, c'est des choses qui sont possibles, d'accord. Pardon? Oui. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que Microsoft toujours hésite oui, on fait comme les autres, mais on rajoute quelque chose. C'est toujours la philosophie. C'est pour ça qu'ils ont inventé cette notion de Hyper-V Containers. C'est une bonne chose quand même, parce qu'avec la virtualisation, quand même, c'est très très difficile. Jusqu'à présent, on ne trouve pas des techniques comme ça. À partir d'une machine, je peux attaquer l'hyperviseur ou là, je peux attaquer. C'est des choses qui sont vraiment. Pourquoi? Parce que
Parce que ce sont des fonctionnalités customisées. C'est comme un système embarqué. Quand vous développez un système embarqué, c'est un système qui est très sûr. Pourquoi? Parce que vous avez un nombre limité de lignes de code, donc moins de bugs, vous savez ce que vous êtes en train de faire. C'est la même chose. L'hyperviseur, c'est une couche très très petite, et les mécanismes, ils sont vraiment très très maîtrisés. C'est pour ça qu'il est difficile de faire des attaques sur ça. Donc il est intéressant de mettre plutôt des Docker à l'intérieur des machines virtuelles. C'est pour assurer une meilleure isolation en termes de sécurité. Merci. Comme ça.